de Covid. Merci. Madame Vogel. Oui, merci. J'ai deux questions très simples. Donc, j'ai bien compris que ce que vous disiez, en gros, c'était il faut prioriser la vaccination chez les publics à risque, donc qui ont des comorbidités, l'âge, etc. Donc, je comprends la logique si on doit choisir entre les publics qu'il faut vacciner, qu'on vaccine en priorité ceux qui sont plus à risque. J'ai pas bien compris dans votre raisonnement quel était le problème avec le fait de aussi vacciner des gens qui n'ont pas de comorbidité. Puisque d'abord, on ne sait jamais, on peut avoir des comorbidités qu'on ne connaît pas, et on sait qu'il y a des personnes qui ont été hospitalisées, qui ont fait des formes graves, qui étaient jeunes, qui n'avaient pas de comorbidité connue. Donc, en l'absence de connaissances, je comprends bien la logique s'il faut rationaliser si on n'a pas assez de vaccins, mais si on en a assez pour tout le monde, je n'ai pas bien compris quel était le problème avec le fait de vacciner tout le monde. Et la deuxième question, c'est, vous mettez l'accent sur le fait que la santé, c'est un concept global et qu'il n'y a pas le Covid dans la vie, etc., ce que je partage tout à fait. Et qu'il y a aussi des risques de santé aux mesures qu'on met en place pour lutter contre le Covid. Aucun problème avec ça. Et je ne comprends pas pourquoi... j'ai l'impression que du coup, vous les opposez dans le raisonnement, alors qu'on peut très bien faire les deux. On peut très bien avoir une politique de vaccination efficace et aussi une politique de développement des services publics et de développement des services pour faire qu'il y ait moins de pauvreté, pour faire qu'il y ait moins de violence, etc. C'est pas forcément un choix entre les deux, quoi. Non, mais vous avez complètement raison. Bien sûr. Alors, en ce qui concerne pourquoi ne pas vacciner tout le monde, finalement, alors pour plusieurs raisons. Encore une fois, l'importance de se fonder, pour moi en tout cas, sur l'evidence-based medicine, et donc en termes de balance bénéfice-risque et d'efficacité de la vaccination. Pour moi, le bénéfice est indiscutable sur les personnes à risque. On ne peut pas en dire autant sur des publics plus jeunes. Je précise que, encore une fois, l'efficacité dans les essais, notamment aussi chez les enfants et les adolescents, repose sur les Covid symptomatiques, mais n'a pas été évaluée sur les formes graves ou les décès. Donc, vous ne savez pas si quand vous... je vous vois froncer les sourcils, donc c'est que je ne suis pas claire. Le critère de jugement principal dans les essais, par exemple Pfizer, chez les enfants et les adolescents, était en gros le même que celui chez les adultes, à savoir si vous êtes vacciné, on va dire que le vaccin est efficace si vous ne développez pas de Covid symptomatique, mais on ne parle pas spécifiquement de formes graves ou de décès. Donc, c'est juste, est-ce que vous allez même avoir de la fièvre? On va dire que c'est potentiellement efficace. Je précise qu'au regard des données disponibles, donc c'est un suivi médian qui est en gros de 2 mois. Donc, pour moi, ça, si vous voulez, c'est très compliqué, avec des effectifs qui sont quand même très faibles, donc qui ne permettent pas d'être sûr de la safety, enfin de la sécurité du produit que vous allez inoculer à des personnes saines. Je ne dis pas que c'est un risque ou quoi, je dis juste qu'on ne sait pas. Et d'ailleurs, le Comité consultatif national d'éthique, dans son dernier avis, quand il a dit OK pour la vaccination des enfants en suivant l'avis de la HAS, a insisté sur l'incertitude en termes d'innocuité du vaccin Covid chez un public, les jeunes et notamment les enfants, qui ne sont pour ainsi dire pas à risque de formes graves ou létales de Covid-19. Donc, si vous voulez, en termes de bénéfices individuels, il reste quand même à démontrer que, à mon sens, que la vaccination de ce public, au regard du recul très faible que l'on a sur ce produit-là, est favorable. La pharmacovigilance est là pour ça, mais il faut aussi du temps. Et donc, il me semble qu'en termes de balance bénéfice-risque, celle-ci doit être favorable au regard de l'agent infectieux chez le public cible et au regard du produit que vous allez mettre en balance. En l'état actuel, cette balance bénéfice-risque est, à mon sens, et d'ailleurs, c'est ce que disait aussi l'OMS dans sa note aux politiques d'avril 2021 sur les caveats de la vaccination obligatoire, insistait vraiment sur l'importance d'avoir plus de recul sur l'innocuité du produit que vous mettez en place. Je ne veux pas semer le doute ou quoi que ce soit, parce que moi, vraiment, je pense que la vaccination chez les personnes à risque, le bénéfice individuel en termes de balance bénéfice-risque est favorable pour un public jeune dont on sait que le SARS-CoV-2 n'est pas à risque majeur de forme grave ou létale. Cette balance individuelle pour ce public-là reste encore, à mon sens, à démontrer. Et un autre argument qui, pour moi, a néanmoins son importance, on parlait de médico-économique. J'ai du mal à comprendre en termes de pertinence et de gestion des fonds publics pourquoi est-ce qu'on irait proposer une intervention coûteuse
avec une évaluation qui est encore en cours, hein, puisque pour les enfants, si on va sur la base clinicaltrials.org, qui regroupe tous les essais cliniques en cours, les essais et les analyses de données ont lieu jusqu'en 2026 pour la vaccination chez les enfants. Donc je pense qu'au regard d'un niveau, avec un suivi moyen de 2 mois, un suivi médian, pardon, de 2 mois, un nombre d'effectifs trop faible pour mettre en lumière de potentiels effets indésirables, les données dont on dispose actuellement, au regard du risque pour la population concernée, que sont les enfants et les adolescents, me semblent trop prématurées.